Bonjour à tous, merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, nous organisons ce biomeeting de manière virtuelle au vu des circonstances, mais c'est avec plaisir qu'on essaiera de reprogrammer une prochaine édition avec du présentiel et un vrai cocktail comme on a l'habitude de le faire. Moi, je suis Anne-Charlotte Rex, donc je travaille à Unitech. Unitech est une technopole qui accompagne des startups dans des domaines scientifiques, technologiques et numériques, et qui a un portefeuille de projets importants en santé. Nous organisons donc ces événements qu'on appelle des biomeetings depuis pas mal d'années maintenant, en partenariat avec le GIPSO, qui est le cluster des industries de santé de Nouvelle-Aquitaine, la Technopole Bordeaux-Montesquieu, et également ici représentée par Assina, que vous avez peut-être entendu juste avant. Il participe également dans l'organisation, le cluster santé, représenté par Gaël Raboyot, que je remercie pour son aide et pour sa présence pour cette édition, ainsi que le RDMNA, le réseau du dispositif médical en Nouvelle-Aquitaine. Nous organisons entre 2 et 3 biomeetings par an. Le public en général de ces biomeetings est composé d'entreprises, de start-up, de PME et de TI ou de grands laboratoires dans le milieu de la pharma, et de membres de l'écosystème de la filière santé en Nouvelle-Aquitaine, comme par exemple des institutionnels du type CHU. Les objectifs du biomeeting, en fait, sont le networking et le partage d'expériences autour de thématiques en santé. Quand on le fait en présentiel, on essaye de faire ça dans des lieux emblématiques. Ça a pu être le Neurocampus, ça a pu être l'IHU Lyrique, ça peut être des endroits un peu spécifiques pour que ça permette à chacun de voir de nouvelles choses également. Nous pensons réorganiser un nouveau biomeeting entre mars et avril prochain, de l'année prochaine. Pourquoi pas à la Technopole Bordeaux-Montesquieu si les conditions le permettent. Sina vous en parlera plus en détail à la fin, pour visiter notamment le Biolab, qui est une plateforme de matériel biologique mis à disposition d'entreprises. Je vais laisser la parole aux 4 intervenants qui vont se présenter assez rapidement, et ensuite je leur poserai quelques questions. Vous, public, vous pourrez poser également vos questions via le chat. Donc, vous avez une icône sur le côté sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Gaëlle les recensera à la fin de chaque intervention. Elle les posera pour vous en essayant d'en poser un maximum pour que vous ayez réponse à vos questions à la fin de chaque intervention. Je vous présente très succinctement les 4 intervenants qui vont très bien le faire à ma place ensuite. Donc, il s'agit de Tricky, représenté par Alexandra Struck, qui propose des outils innovants pour la prévention et la prédiction en santé au travail. Donc, c'est actuellement des escape games ou des serious games physiques et digitaux. Il y aura également en deuxième position SimForest, qui propose des simulateurs numériques immersifs qui recréent virtuellement des situations professionnelles pour former les professionnels en santé. Nous entendrons également Invivox, qui propose une plateforme de formation continue pour les professionnels de santé, et MedTandem, qui propose des formations distancielles à l'échographie. Chaque intervenant donc, aura quelques instants pour se présenter et vous formuler vos questions donc, via le chat. Elles seront reprises à la fin de chaque intervention par Gaël Raboyot pour que ça puisse être le plus interactif possible. Voilà, je laisse donc la parole à Alexandra Struck de Tricky, qui va vous présenter Tricky très rapidement. Bonjour, merci beaucoup Anne-Charlotte de nous accueillir donc, sur cette édition du biomeeting. On est vraiment ravis de pouvoir discuter avec vous des enjeux de formation en e-learning. Pour vous présenter un petit peu succinctement Tricky, nous sommes une entreprise spécialisée dans la prévention expérientielle. Notre mission, c'est de créer des expériences immersives en physique ou en digital pour engager des participants dans un changement de comportement vertueux en santé. Et donc pour cela, on s'appuie sur des méthodologies scientifiques, puisque c'est une entreprise universitaire. Elle a été cofondée par 2 docteurs, un en sciences politiques, moi-même, et mon associé, le docteur Labrosse, en santé publique. Notre objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, de mesurer les changements et les impacts qu'on produit dans les comportements de nos participants. Et donc, pour ça, on s'appuie sur une innovation qu'on appelle la prévention expérientielle.
Notre objectif, c'est d'attirer des populations qui ne se sentent pas ou peu concernées par des problématiques de santé et de pouvoir les exposer à des messages de prévention. Et sur cette fenêtre d'exposition, on leur fait vivre une expérience immersive, positive, ludique et didactique afin d'ancrer les messages de prévention. Alors en physique, on va énormément jouer sur des questions de lumière, d'intensité lumineuse et de scénographie pour pouvoir ancrer les messages de prévention. Et en digital aussi, on travaille sur différents leviers de gamification pour pouvoir générer des expériences positives. Les participants jouent ensemble sur des séquences de 60 minutes. Ils coopèrent sur des séquences de team building. Ils doivent résoudre des énigmes dans ces pièces. Et à l'issue de ces 60 minutes, ils travaillent en focus group dans le cadre d'un débriefing qui est organisé avec un médiateur en santé pour travailler sur les croyances et représentations qu'ils peuvent avoir sur les thématiques. Thématiques qui peuvent être diverses. On peut travailler sur des thématiques de troubles musculo-squelettiques, de burn-out, d'addiction, d'obésité. On a plein de scénarios chez Tricky. Et après, in fine, ce qu'on cherche aussi à générer, c'est du suivi de cohorte et de pouvoir suivre l'impact dans le temps de nos actions de prévention, qui sont des actions courtes. En fait, c'est 2 heures d'action par groupe de 4 participants. Mais l'impact qu'on réussit à générer à plus de 6 mois, il est réellement significatif. Donc, on a débuté nos activités commerciales en 2019. Aujourd'hui, on a formé plus de 2600 personnes. On a effectué 46 actions de formation dans différents secteurs, dans des EHPAD, dans des universités, dans des entreprises. On a développé 6 scénarios de prévention sur la gestion du stress au travail, sur de la santé mentale, sur de la mobilisation de personnes, des questions aussi sur l'obésité et sur les addictions. Et en outcome, ce qu'on a comme résultat aujourd'hui, c'est qu'à plus de 6 mois, 6 mois après nos actions, on a produit 72,69% de changement de comportement chez les participants qui sont passés donc dans des fenêtres d'exposition chez Tricky. Sur les 28 autres pourcents restants, il y en a la moitié qui disent ne pas avoir changé leur comportement parce qu'ils avaient déjà des comportements positifs, et l'autre moitié sur lesquels il y a encore du travail à faire pour pouvoir faire en sorte que les messages de prévention passent. Notre offre de formation, historiquement, elle est sur de l'escape room physique, des formations immersives en présentiel. Et aujourd'hui, on a développé une stratégie de digitalisation de notre offre de service, réponse effectivement liée au Covid et à la situation sanitaire. On le développera probablement tout à l'heure sur les questions, mais qui du coup nous engage sur d'autres problématiques. Donc, puisque c'est les questions sur lesquelles on est exposé aujourd'hui, je vais passer sur les expériences présentielles et plus développer l'expérience digitale. La problématique auquel on a fait face durant le confinement à partir du mois de mars, c'est que on a tous été obligés de se mettre au télétravail et cette organisation elle s'est déroulée plutôt malgré que bon gré et l'impact sur les RPS des télétravailleurs elle est significative. Aujourd'hui, sur des enquêtes qu'on peut avoir, on a 93% des collaborateurs en situation de télétravail qui disent manquer de collaboration avec leurs collègues. Et donc, c'est difficile pour les entreprises de pouvoir gérer à distance des équipes, ou en tout cas prendre la température de l'état de santé mentale de leurs salariés, parce qu'il n'y a plus de pause informelle, c'est difficile de pouvoir lire à distance ces questions-là. Et donc, du coup, notre objectif, c'était de pouvoir proposer une solution d'amélioration du stress au travail pour les salariés. Et donc, les mettre en situation de pouvoir mieux comprendre leurs émotions en situation de télétravail d'une part, et d'autre part, pour les entreprises, pouvoir leur permettre d'avoir des données agrégées qui permettent de mesurer l'état de bien-être de leurs salariés. Donc, raison pour laquelle on a développé une Digital Room Santé sur la question de la gestion des émotions en situation de télétravail et qui sortira dans les tout prochains jours puisqu'on est sur les dernières phases de test. Voilà un petit peu pour la présentation. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis nos coordonnées ici. Et du coup, je pense que je vais avoir quelques questions, Anne-Charlotte. Voilà. Alors, oui, donc n'hésitez pas à contacter soit David, soit Alexandra, @tricky.fr.
Ce qui est intéressant effectivement chez Tricky, c'est qu'ils ont profité, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, du premier confinement pour passer d'un escape game vraiment physique avec une salle ou un camion, des meubles, enfin vraiment quelque chose de réel, à quelque chose de digitalisé complètement. Donc moi, la question que je voulais aborder par rapport à ça, c'est comment vous vous êtes passé du présentiel au digital, quels sont qu'est-ce que vous auriez à partager en termes de retour d'expérience par rapport à ça? Comment on fait pour passer de l'un à l'autre en quelques mois, quoi? Parce que qu'est-ce que vous avez fait finalement? Ouais, c'est même en quelques semaines, on a pris la décision de, effectivement, comme toutes nos activités se sont arrêtées pendant le premier confinement, toutes les activités opérationnelles, le mois de mars, c'était notre plus gros mois et l'ensemble, enfin, voilà, la tournée était pleine et on a dû absolument tout annuler. Donc, du coup, on a mobilisé l'ensemble de nos équipes sur de la création digitale. Et donc, ça a demandé une transformation de toute notre activité. Et pour moi, les quatre critères, les quatre piliers qui ont permis cette réussite, c'était un, de coller aux besoins des clients. C'est une phase sur laquelle on a beaucoup appelé nos clients pour savoir qu'est-ce qui se passait, enfin, surtout qu'on avait beaucoup de clients d'EHPAD en fait, pour connaître un petit peu l'état des besoins sur des questions de formation. Le deuxième pilier sur lequel on a vraiment eu de la chance, c'est de pouvoir avoir des équipes suffisamment pluridisciplinaires et suffisamment mobiles pour pouvoir changer de perspective et même de boulot, hein, clairement. Ça m'a fait beaucoup penser à ce que disait Jim Collins dans son livre From Good to Great, à savoir quand on est directeur d'une entreprise ou d'une start-up, ce qui compte, c'est pas de savoir dans quelle direction est-ce qu'on conduit le bus, c'est de savoir quelle équipe est-ce qu'on a derrière et quel que soit le chemin qu'on prendra, l'équipe qui nous suivra. Et donc là, on a une équipe qui est vraiment s'est donnée à fond et qui nous a permis de pouvoir transformer cet essai. Il faut savoir que c'était des personnes qui travaillaient chez nous, qui construisaient des meubles, qui construisaient des scénographies physiques, qui ont travaillé sur des gamifications, aujourd'hui sur du digital. Donc, clairement, pas du tout le même métier. On a eu des personnes qui étaient suffisamment robustes et habiles et enfin, plein de qualités qui nous ont permis de pouvoir assurer cette transition de manière sereine. Le troisième pilier, c'est de s'appuyer sur l'écosystème. On a la chance, surtout à Bordeaux, d'avoir un écosystème digital avec la French Tech, avec les écoles comme l'Inserman Meca, la White Coat School, qui nous a permis de trouver les ressources et l'expertise de pouvoir assurer cette transition de manière sereine. Alors nous, en particulier, on s'est beaucoup appuyé sur la White Coat School, qui est donc une école de dev, et sur laquelle on a pu faire un premier POC de notre Digital Room Santé au mois de juin. Donc, ils nous ont mis un groupe d'étudiants qui ont travaillé dessus et qui, depuis, sont partie intégrante de l'équipe de chez Tricky. Et le quatrième pilier, c'était effectivement d'investir parce que des ressources humaines, des changements aussi structurants, ça a demandé d'avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir assurer cette transition. Nous, c'était un budget de 120 000 euros. On a eu la chance de pouvoir minimiser ces risques grâce à l'appel à manifestation d'intérêt du Conseil régional qui nous a permis d'assurer cette transition. Mais c'est clair que c'était un risque qu'on a dû prendre au mois de mars et sur lequel on n'avait pas beaucoup de visibilité. Donc voilà, pour moi, c'était les quatre les besoins, faire confiance à des équipes, s'appuyer sur un écosystème et investir, ne pas avoir peur de l'avenir. Ok, je vais être brève dans les questions pour pouvoir qu'on puisse prendre les questions du public qui ont certainement d'autres questions que moi à poser. Comment est-ce que vous pensez acquérir et finaliser les clients? Je rappelle peut-être, parce qu'il y a une question qui est sur le chat, que pour l'instant, l'offre n'est pas encore commercialisée. Elle va l'être dans les prochains jours, donc il n'y a pas beaucoup de retours, on va dire en tout cas sur les méthodes. Ce qui est intéressant de voir chez Tricky, c'est comment ils espèrent pouvoir acquérir les clients, les fidéliser et voir si d'autres, des intervenants ou des gens du public ont une autre vision des choses. Voilà. Alors, ouais, en effet, sur nos clients, en fait, on a la chance d'avoir notre activité, elle est au cœur de l'expérience client. On construit
nos scénarios en fonction des besoins des clients et on améliore toujours nos produits en fonction de leur retour. Et on s'appuie sur une base de clients hyper fidèles qui sont vraiment très promoteurs de nos produits et qui sont très friands de nos nouveautés pour pouvoir développer l'ensemble de nos activités et voir, ils sont, j'exagère franchement à peine, mais c'est des personnes qui sont tellement promoteurs de nos outils auprès de leurs adhérents ou auprès des personnes avec lesquelles ils collaborent qu'on n'a pratiquement pas besoin d'équipe commerciale. En fait, c'est nos clients qui vendent nos produits ou qui, en tout cas, témoignent de l'efficacité de nos outils auprès d'autres. Et donc, du coup, ça nous permet de pouvoir voilà, assurer la fidélité de ces clients-là. Et aujourd'hui, ces clients-là qui sont hyper fidèles, on, a, on est en le produit Digital Room Santé n'est pas sorti et on est en pré-vente du produit auprès de ces clients-là. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Laurent Eck, donc, qui est un directeur de service santé-travail, sur lequel on a fait des escape games physiques chez lui en Dordogne, aujourd'hui, enfin, voilà, en discussion sur des contrats qui vont nous permettre de pouvoir déployer la Digital Room Santé dans son service et auprès de ses adhérents. Et bon, là, je ne parle que d'un client, mais il y a plein d'autres clients de ce style-là aussi sur lesquels voilà, en fait, c'est la fidélisation ou la qualité de la relation client qui nous permet de pouvoir engager de nouveaux contrats. Okay. Il y a une question que je voulais poser et qui est dans le chat, donc j'y vais. Hein. Pardon Gaëlle, mais comme il y a peu de questions, j'arrive à les lire en même temps. Quel est le business model qui est lié à cette nouvelle activité, à l'extension de ces produits? Comment vous comptez faire par rapport à l'escape game physique? Comment Alors, ça se passe digital? le business model, il est exactement le même que sur l'escape game physique. Soit on intervient en prestation et on offre un service clé en main où c'est Tricky qui anime les sessions et qui va organiser de bout en bout. Soit on va le développer en mode franchise dans lequel on va mettre à disposition l'outil à des partenaires qui vont être formés à la méthodologie Tricky, qui vont pouvoir utiliser les outils et qui vont pouvoir le déployer dans leur service ou auprès de leurs adhérents. Est-ce que ça répond à votre question? Gaëlle, oui, vas-y. Ton micro est coupé, Gaëlle. Voilà. Moi j'aimerais venir peut-être par rapport à la différence et pour revenir à la question effectivement du digital par rapport au physique. Donc effectivement, votre solution digitale n'est pas totalement encore déployée, mais est-ce que au niveau voilà, des études qui existent et voilà, il doit y avoir peut-être d'autres personnes qui ont travaillé ça et même au niveau de vos clients, est-ce que de passer du présentiel au digital, est-ce qu'ils s'attendent à avoir les mêmes choses ou vous-même? Est-ce que c'est les mêmes objectifs? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que ça a quand même induit comme peut-être modification d'apprentissage, de comportement, de personnes ciblées, de thématiques abordées, enfin voilà. Alors, clairement, sur les thématiques abordées, on n'a stratégiquement pas choisi d'aborder certaines thématiques, notamment par exemple les troubles musculo-squelettiques, sur des situations de mobilisation de résidents, de personnes âgées. On trouvait, voilà, enfin, il y a des scénarios qui peuvent difficilement se prêter à des solutions digitales. En revanche, sur la méthodologie pédagogique, on a travaillé sur des stratégies de gamification qui nous permettent d'assurer la même interactivité sur une salle d'escape game que peuvent l'avoir les participants dans une salle d'escape game physique. Et est-ce que vos clients sont toujours aussi motivés de par le côté digital que le physique? Ça va, ça... Alors, ça va dépendre desquels. Il y en a qui, oui, vont y voir un intérêt parce que c'est plus scalable. Ça permet de former beaucoup plus de monde en même temps. Il y a moins de contraintes d'organisation, de déplacement de containers, etc. etc. Et d'autres qui vont vraiment vouloir l'expérience physique sur des thématiques spécifiques. Je pense notamment à un client qu'on a au Luxembourg qui, lui, a vraiment envie d'avoir l'expérience physique sur le burn-out des médecins. Et là, voilà, ils adorent l'outil digital, mais sur la thématique burn-out médecin, ouais, c'est sûr. En revanche, l'expérience digitale, on a été assez surpris de voir à quel point
parce qu'il y a une séquence immersive et l'idée, c'est de travailler sur tout le volet émotionnel et de créer de la charge émotionnelle pour que par la suite, sur le focus group, il y ait une libération de la parole. Et donc, ça a été l'ensemble des recherches que David a pu faire dans le cadre de sa thèse. Il a prouvé cette facilité que pouvait avoir l'escape game à libérer la parole. On a été assez surpris qu'en transposant cette méthodologie sur la digital room santé, on a la même libération de parole sur cet espace de focus group. Et là, on a fait passer 88 sessions d'escape game digital, notamment chez des étudiants, chez des salariés, etc. Et on a un niveau de qualité d'information qu'on peut recueillir sur le focus group qui est vraiment incroyable. Voilà, donc on est assez surpris là-dessus parce qu'on voilà, on s'était dit qu'on allait devoir mesurer l'impact, enfin en tout cas la transposabilité et un petit peu les biais que ça pourrait avoir le digital. Mais alors de toute façon, c'est une recherche qu'on va faire et d'ailleurs on s'engage avec l'Université de Bordeaux sur un ANR sur cette thématique-là. Enfin, on est en train de répondre. Voilà. Donc vous avez l'aspect aussi un peu recherche pour appuyer vos. C'est toujours le cas en fait. C'est vraiment dans notre ADN. David et moi, on est chercheurs chez Tricky, on ne donnera pas de métriques qui ne sont pas déjà validées scientifiquement. Ouais. Ça marche. Je suis désolée, mais je propose qu'on passe à l'intervenant suivant, à moins qu'il y ait d'autres questions à poser via le chat. On pourra éventuellement y revenir aussi à la fin, mais il faut par souci d'impartialité, passer à l'intervention de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup en tout cas, Alexandra. Je crois que la région serait heureuse de tester ton escape game digital, donc n'hésite pas à la recontacter. Et lundi prochain. On a 13 personnes qui testent de la région lundi prochain. Parfait. Voilà. Parfait. Merci Alexandra et à très bientôt. Et bonjour Jérôme pour Sim4Health, il va nous parler donc de ce que fait Sim4Health très rapidement et puis après on aura quelques questions complémentaires à lui poser. C'est une entreprise qui a un peu plus d'expérience, donc je pense qu'il y a des retours d'expérience qui peuvent être très intéressants pour les autres. Donc, c'était un peu l'idée de cette intervention. Et Jérôme, nous te laissons la parole si tu souhaites mettre. Merci Charlotte. Vous m'entendez bien, c'est bon? On t'entend bien. Oui, parfait. Merci pour l'organisation de ce biomeeting. Bonjour à toutes et à tous. Je sais qu'il y a pas mal d'amis et plein de gens que je connais dans la réunion, donc c'est parfait. Donc, en quelques mots pour Sim4Health, donc notre cœur de métier, nous, on est un éditeur qui est spécialisé dans la simulation numérique en santé, c'est-à-dire qu'on recrée virtuellement des situations comme vous le voyez à l'écran. Et le but, un peu comme sur la dynamique de Tricky, de pouvoir développer des technologies qui permettent une meilleure acquisition des connaissances. Pour cela, en fait, on a réuni à Bordeaux une équipe qui est pluridisciplinaire. Vous le voyez sur l'écran, des gens qui viennent bien sûr de la santé. Des acteurs qui viennent dans la santé, c'est des médecins, des pharmaciens, également des infirmiers qui collaborent avec nos partenaires, des acteurs de la pédagogie, de la technologie. Et puis vous le voyez en fait en bas de l'écran, ce qui est intéressant au niveau de Sim4Health, c'est qu'on a créé tout un écosystème où on travaille avec des universités, des savants, donc c'est le cas par exemple avec la Société française de cardiologie, avec des hôpitaux, on a beaucoup de projets aujourd'hui avec le CHU de Bordeaux, et puis également aussi avec l'industrie de santé, avec donc soit des laboratoires pharmaceutiques, soit l'industrie du médicament, ou du dispositif médical. Et tout cela crée une belle dynamique pour créer des simulateurs numériques. Alors, on a dit de ne pas être trop long, donc plutôt vous montrer plein de projets. Je vais vous montrer un sujet forcément qui est un peu notre quotidien à tous aujourd'hui, qui est cette pandémie de la Covid-19. Et pour cela, en fait, on a lancé en mars dernier, avec le partenariat avec le CHU de Bordeaux, une initiative qui nous tenait à cœur, qui s'appelle Learn to Fight, et qui a pour objectif en fait de montrer comment on prend en charge des patients qui sont atteints ou qui sont notamment peut-être potentiellement atteints de la Covid-19. Et pour cela, on a développé donc ce simulateur. Alors, je vous le partage comme ça, je le commente en même temps. Je vais baisser un peu le son pour que ce soit plus simple. Donc, on a eu avec Yann Bubien une grande réactivité de sa part et de toute la part des équipes du CHU de Bordeaux qui, comme vous le voyez, ont été un des premiers à accueillir des patients atteints de la Covid-19.
Et je veux vraiment les remercier parce qu'ils ont fait un travail incroyable alors qu'ils s'occupaient également en priorité, c'est tout à fait normal, des patients. Donc nous, on ne sait pas si on était souvent en troisième ou cinquième ligne, mais on sentait que voilà, cette notion de pouvoir apporter de l'apprentissage, de la formation comme un moyen de lutte contre la Covid-19 nous semblait naturel. Et pour cela, en fait, on a recréé donc virtuellement les 3 étapes principales pour prendre en charge ce patient et qui est en fait le cœur de métier de ce que fait Sim4Health. Donc, je trouve que c'était la meilleure façon de vous présenter. C'est un projet qui est fait en région Nouvelle-Aquitaine. Donc avec l'accueil chez le médecin généraliste, l'appel aux urgences, l'hospitalisation et puis également la partie réanimation. Et vous pouvez, par exemple, d'un point de vue technique, donc on a fait bien sûr évoluer tout le système avec des patients qui avaient des masques, qui n'étaient pas trop la présence aujourd'hui au niveau de nos clients. Et là, vous pouvez interagir, par exemple, avec le patient virtuel. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de formation, d'évolution de la formation. Nous, on est persuadés que le fait que les personnes puissent être acteurs de leur formation est essentiel. Et donc là, on n'est plus dans un PowerPoint descendant en disant, voilà, vous devrez dire ça au patient. Là, vous avez votre patient virtuel en face. Donc, c'est un agent qu'on a développé avec le CNRS. Et donc, vous pouvez, bien sûr, avoir les signes cliniques dans le cas de la Covid-19, la toux, l'asthénie, ça peut être également des maux de tête, ça peut bien sûr être la température. Et tout cela est mis dans le dossier patient. Donc, on évolue comme dans la vie réelle, en fait. On recrée virtuellement les situations réelles et vous pouvez donc interagir avec, avoir des examens cliniques, donc tout ce qui va être l'anamnèse pour le patient. Puis également aussi des situations un peu plus spécifiques. Donc, on a créé des décors, par exemple sur la prise en charge au niveau du SAMU. Voilà. Donc, ça a été un super projet qu'on a fait avec l'Université de Bordeaux, également avec le centre de simulation. Donc, il y a eu vraiment tous les acteurs qui ont été présents. Et puis, la formation, entre guillemets, un peu comme l'ancien monde, alors dans des situations sanitaires un peu différentes dans les hôpitaux. Là, c'est ce qui a été fait avec le docteur No, c'est la personne que vous voyez qui est debout et qui a piloté le projet et pour lequel on a fait ces formations. Mais bien sûr, l'objectif, c'était de le développer pour l'ensemble des médecins. Et là aussi, ça me semble intéressant par rapport au biomeeting de montrer l'originalité du projet, un projet qui est initié par une start-up, donc Sim4Health, par un hôpital, le CHU de Bordeaux, et pour pouvoir le développer, on a eu le soutien de la coalition Innovation Santé avec Mylan et Pfizer maintenant pour le diffuser aux dizaines de milliers de médecins sur lesquels on a eu des contacts avec soit les URPS, soit les ARS, soit bien sûr des hôpitaux, pour pouvoir mettre en accès via Medicactive. Donc, c'est une plateforme qu'on a développée avec le soutien de la région de Nouvelle-Aquitaine depuis maintenant 2014 et qui permet de pouvoir accéder à distance à cette formation en y intégrant maintenant des comorbidités, notamment sur les pathologies chroniques. Et en fait, je trouve que c'est intéressant. On parle de la formation, on parle de la santé. Nous, on a vécu une année 2020, je pense comme beaucoup d'entre nous, bien sûr exceptionnelle par cette pandémie, mais aussi par ce qu'on a pu fédérer avec les acteurs de la région de l'Aquitaine, vous l'avez vu, mais aussi on a d'autres contenus, d'autres produits. Notamment, on a une collection pour la formation des infirmières et des infirmiers qui permet d'accompagner sur les 3 années. Et pendant le confinement, en fait, Sim4Health a décidé d'offrir, parce qu'on est dans la santé, on a été soutenu par des acteurs publics comme la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est important de pouvoir redonner lorsque les acteurs de santé qui se battent au quotidien puissent le faire. Et donc, on a permis à 50 000 étudiants en France, en Belgique, au Canada, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Suisse, de pouvoir y accéder. Donc, pour nous, c'était vraiment une belle action qui a été reconnue par la tribune, où on a eu donc avec la tribune Nouvelle-Aquitaine le prix de l'action innovation sociale. Et puis dernièrement à Vivelstech, où le projet que je viens de vous montrer pour le CHU de Bordeaux, nous avons eu également le trophée sur la catégorie parcours de soins, parce qu'on est persuadé que la simulation numérique est un élément essentiel du parcours de soins pour l'intérêt du patient. On parle en niveau simulation, jamais la première fois sur le patient. Voilà, Charlotte, j'avais dit que je serais court. J'espère que... Merci pour le respect du timing. Bravo, je pense que c'était très clair, très intéressant aussi. On va profiter, je pense, de ton expérience pour te poser des questions un peu plus poussées.
Donc, si j'ai bien compris, cette étape de Covid vous a permis en fait, de vous développer auprès du CHU. Comment ça s'est passé exactement? Vous avez proposé tout de suite au CHU de prendre en main la formation virtuelle des médecins, c'est ça? Comment ça s'est passé concrètement? En fait, pour être très clair, en fait, j'étais pas très à l'aise au tout début parce que je pense, comme nous tous, on était un peu scotché de cette situation. Et puis, en fait, une volonté, je pense, comme tout citoyen, d'essayer de trouver comment on pouvait aider et d'appeler Yann Bubien, qu'on connaît pour sa volonté de vouloir travailler avec les startups, notamment ce qu'il vient d'annoncer pour la partie innovation pour le CHU. Mais l'appel était, enfin, j'avais pas trop envie de déranger en fait en disant mais on parle de formation alors que voilà, il fallait être les acteurs, nous, c'est une dizaine quand même de professionnels de santé, d'enseignants, de KOL qui sont intervenus. Donc, on était un petit peu mal à l'aise. Et en fait, Yann Bubien nous a dit non, mais au contraire, c'est la bonne démarche. Il y a des équipes qui sont également très motivées pour pouvoir le faire. Et on a eu une réaction, enfin, clairement, on l'a monté en 5 semaines. 5 semaines, on a monté le projet. Mon équipe a fait un travail incroyable. On a bossé le week-end, le soir. Enfin, on n'a vraiment pas compté notre temps pour pouvoir le libérer. Et le docteur No, qui a piloté le projet, alors qu'il s'occupait également de patients, toujours à l'heure sur les réunions, et on a pu le faire. Donc ça montre bien qu'il faut avoir des dirigeants d'établissements hospitaliers qui sont ouverts à la collaboration avec des startups, et puis des équipes qui sont capables de se mobiliser dans des situations comme celle-ci. Et en 5 semaines, on a été capable de le faire, et puis ensuite le relais pour le diffuser aux autres médecins qui en avaient besoin. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, quel est le modèle économique sur ce type on va dire, pas de prestation, mais en tout cas d'expérimentation que vous faites comme ça avec le CHU? Comment ça se passe? Est-ce que vous convenez d'un forfait? Est-ce que vous convenez de quelque chose de patient? Comment ça marche? Quels sont les critères? Je pense que l'action avec le CHU, elle est quand même très liée à cette situation du Covid-19. Oui. Moi, je voudrais vous parler sur la collection de soins infirmiers. Alors, c'est vrai qu'on aurait eu plus de temps, j'aurais développé, mais la collection de soins infirmiers, le modèle économique, nous, on le vend 50 € par an et par étudiant. D'accord. Donc, l'objectif, c'est que un institut, alors notre client, ce n'est pas l'infirmier, enfin l'étudiant infirmier, c'est l'institut. Donc, c'est l'école. En formation en soins infirmiers. Nous, on a eu la démarche en fait de contacter la région Nouvelle-Aquitaine qui forcément travaille sur les deux aspects, c'est-à-dire la formation des professionnels de santé donc paramédicale et médico-sociale, et puis également le développement des entreprises. Et donc la région en fait a fait un travail vraiment conséquent de pouvoir aider l'équipement des IFSI, également aider notre entreprise à pouvoir créer en fait ce contenu, parce que ça a été 2 ans de travail, enfin pour pouvoir établir 3 ans de formation. Il y avait beaucoup de projets, en fait, ce qu'on appelle des POC ou des preuves de concept. On fait un simulateur, mais on ne fait pas toute la collection. Et donc, nous, notre vision, c'était de couvrir toutes les 3 années de formation. Et donc, la région a soutenu déjà en termes d'intérêt et puis en termes financiers. Et ça nous a permis, en fait, de le développer. Et donc, aujourd'hui, on le diffuse dans plusieurs dizaines d'établissements en France, bien sûr en région Nouvelle-Aquitaine, donc sur les 27 instituts, mais également aussi en Bourgogne, également sur Paris, en Normandie, sur le nord de la France également. Et on est en train de le développer dans beaucoup d'IFSI, parce que, au final, 50 €, c'est bien sûr une somme importante pour un IFSI, mais au final, vu que c'est 3 années de formation, l'accès est relativement financièrement intéressant pour eux. Donc, il faut pouvoir non pas travailler, tu disais, donc, le service. Là, on est vraiment sur un produit, mais un produit qui doit répondre à l'intégralité, en fait, et bien du besoin en termes de formation. Ça a été beaucoup d'énergie, c'est encore beaucoup d'énergie. Et donc, celui qui pilote aujourd'hui le déploiement, c'est Guillaume de Cormeil, qui est un infirmier qu'on a recruté grâce au soutien de l'accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine, et maintenant qui n'est plus en pratique clinique, mais a accompagné nos clients, fait également une thèse pour pouvoir montrer l'impact de ces outils dans la formation et la rétention que j'évoquais au tout début. Il y a d'autres questions peut-être plus précises sur le business model et qui reviennent au cas d'usage Covid, je pense, avec le CHU. En fait,
quel est le lien en fait avec les groupes pharma? C'est peut-être ça qui a… Non, alors peut-être oui. La question, c'est qu'aujourd'hui, nous, en fait, quand je vous parlais de la collection de soins infirmiers, c'est 50 €. Oui. Dans le cadre comment dire, du CHU de Bordeaux, enfin, sur la collection, l'accès pour permettre à accéder aux cinémateurs, c'est 1 €. Donc nous, c'est juste, je dirais, entre guillemets, enfin, c'est presque une action pro bono, puisqu'on a un coût vraiment très faible. Mais le but, voilà, ce n'était pas d'avoir un modèle économique très, très important pour la Covid-19, c'est plutôt de diffuser ce moyen de formation pour aider les problèmes de santé. Et dans le cas de Mylan et de Pfizer, eux, ils ont soutenu ce déploiement de manière extrêmement éthique, parce que c'est aussi souvent les questions qu'on nous pose, de pouvoir respecter le rôle de chacun. Moi, j'ai une vision qui est que dès l'instant où les choses sont transparentes et qu'on explique que le CHU de Bordeaux, l'université, le centre de simulation Simba, ils ont participé à la création, comme Sim4Health. Et maintenant, on le déploie et il faut bien sûr ce soutien pour les partenaires. Donc, c'est plutôt un soutien pour répondre aux questions sur les laboratoires, un soutien, on va dire, institutionnel de la part des laboratoires. Après, on a d'autres projets avec des industriels où là, on est sur des projets autour de la pathologie, autour de l'information. Et là, c'est d'autres modèles économiques. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce qui serait… dans votre cas, le modèle économique le plus facile et le mieux envisagé à ce jour? Voilà, c'est quoi le… Alors nous, clairement, là, je vous ai parlé des IFSI. On vient de sortir un nouveau projet qui s'appelle Simdose, qu'on vient de lancer avec l'édition Fouché, qui c'est donc le groupe Hachette derrière. Et là, ça montre aussi l'évolution en fait du monde de l'éducation, du monde de la formation, parce que le groupe Hachette a souhaité donc développer avec Sim4Health un simulateur sur la préparation médicamenteuse, sur le calcul de dose, qui est un élément essentiel. Et là, on le vend 20 € par utilisateur. Et par rapport à ta question, sur le modèle économique, on le vend toujours à des IFSI, donc des IFSI qui ont acheté la collection de soins infirmiers et qui disent « Ah, tiens, un peu comme un logiciel, ce logiciel, je ne l'ai pas, ce contenu, je ne l'ai pas, je le rajoute dans l'offre que je vais proposer aux étudiants. » Et on est en train de développer, donc là c'est Guillaume Brun chez nous qui est pharmacien et qui pilote cette partie produit chez Sim4Health et qui là met à disposition en B2C. Donc nos clients, c'est les étudiants qui vont nous trouver sur Internet. Donc là on est en train de le mettre en place. Et clairement, pour répondre de manière plus globale, nous la stratégie produit, c'est-à-dire de pouvoir mettre à disposition des produits qui sont sur notre plateforme Medicactive et les personnes veulent l'utiliser maintenant, ça fait partie vraiment de la stratégie de développement où il y a un travail en tant que presque éditeur, plus logiciel, mais éditeur de contenu, où il faut en amont passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour le faire, parfois 6 mois, 12 mois, 18 mois, et ensuite le mettre à disposition pour des clients qui veulent l'utiliser. Et sur le calcul de dose et la préparation médicamenteuse, on pense qu'il y a énormément de potentiel en France et aussi à l'international. Ok, peut-être juste une dernière question. À quel financement, soit public, soit financement de la formation, on peut faire appel pour une entreprise comme la vôtre? Est-ce que ça pourrait s'appliquer, par exemple, à Tricky ou à d'autres? Alors nous, c'est vrai qu'il y a deux modèles en fait de financement. Il y a celui que je viens d'évoquer, par exemple avec les Fouché, on fait du co-investissement, c'est-à-dire que notre partenaire met de l'argent pour investir avec nous et nous aussi. Oui. Ça, c'est un premier modèle. Il y a le soutien des partenaires publics. J'ai évoqué la région. Donc, nous, clairement, c'est quelque chose sur lequel, nous, c'est un emprunt, en fait. Donc, nous, on va rembourser pour pouvoir… Mais au moins, ça initie, en fait, le projet. Comme c'était dit au tout début, forcément, ça consomme beaucoup de trésorerie. Après, il y a des partenariats également, peut-être, des subventions sur la partie purement R&D, ce là on n'a pas fait pour ce dernier projet. Donc voilà, donc après il faut vraiment bien travailler sur la qualité du produit et donc ça demande des ressources en amont. Donc c'est bien essayer de trouver toutes les ressources qui sont capables de mettre en place. Et puis peut-être le dernier conseil qui est un peu une ouverture, c'est que tous ceux qui sont dans la partie formation, c'est qu'on est au tout début de l'histoire.
et qu'il y a beaucoup d'énergie à dépenser en vulgarisation, faire des webinaires pour expliquer comment on va l'intégrer. Donc, c'est passionnant, mais par contre, voilà, ça nécessite énormément de travail pour ouvrir le marché. Donc, on en est au tout début et on espère que voilà, les travaux qui sont faits par les équipes seront utiles pour tous les acteurs. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Gaël, tu veux intervenir ou est-ce que l'on passe à Invivox? Oui, non, de mon point de vue, en tout cas, c'est bon. On a fait à peu près le tour. C'est clair, a priori, les réponses ont été claires. Donc, merci Jérôme. Et à très bientôt. Merci Gaël. Pachi, je te propose que l'on passe à ta présentation pour Invivox. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien, ces présentations qui s'enchaînent, puisque finalement on est assez complémentaires, on a à peu près les mêmes objectifs et on travaille en complémentarité. Alors, je vais vous présenter rapidement Invivox et ensuite je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, Invivox, c'est une solution qui a pour but de faciliter et diffuser le partage de connaissances et d'expériences entre professionnels de santé. C'est notre mission et c'est notre motto. Jérôme a expliqué qu'il y avait un gros travail à faire pour démocratiser ce transfert de savoir, cet accès à la connaissance. C'est là qu'on vient se positionner chez Invivox, dans cette démocratisation. Alors, on existe parce qu'il y a une situation qui était un constat que j'ai fait avec mon associé Julien il y a à peu près 5 ans. Julien et moi, on vient de ce monde de la santé. On n'est pas médecin, mais on travaille auprès des professionnels de santé depuis une vingtaine d'années. Et on est dans un domaine qui est en profonde mutation, a des métiers qui sont en constante évolution. Et pour que les professionnels de santé suivent, ils ont besoin d'une mise à jour régulière des connaissances, des compétences et des techniques. Et c'est là qu'il faut pouvoir répondre à des contraintes. Ces contraintes, c'est qu'il y a besoin de plus en plus de formation. Cette évolution implique un besoin d'être up-to-date. Si on connaît bien les professionnels de santé, on sait que la base de transfert de savoir se fait dans l'échange entre confrères. Donc, il faut pouvoir leur permettre d'échanger. Par contre, ils ont de moins en moins de temps. Ils ont besoin d'un accès simplifié puisqu'ils ont moins de temps. Il faut aussi garantir la qualité. On a accès à beaucoup plus d'informations, mais sans je ne sais pas comment on dit ce mot-là en français, mais sans curation, excusez-moi pour l'anglicisme, difficile de faire son choix. Et enfin, il y a un gros problème de financement de la formation en France, mais partout dans le monde. Donc, ce sont les contraintes qu'il faut prendre en compte quand on vient se positionner dans ce marché de la formation. Donc, nous, Invivox, en quelques mots, on est tout d'abord une plateforme qui propose de donner accès à différents événements, qui soient des événements de formation, qui soient de l'information. Et ce petit schéma résume bien tout ce qu'on propose sur Invivox. Ça peut être de la formation présentielle ou distancielle. Et derrière cette plateforme, on a un logiciel de gestion des programmes de formation, puisqu'aujourd'hui, proposer de la formation, c'est bien, mais il faut pouvoir la gérer, l'administrer. Et plus on facilitera la facilité de gestion de la formation, et plus on aura d'offres de formation à disposition. Donc, c'est d'abord une solution, un socle technique, et ensuite une équipe de spécialistes. Alors, chez Invivox, on a des gens du monde de la santé, on a des experts digitaux, on a des ingénieurs techniques qui codent, on a des ingénieurs pédagogiques, et on a aussi des gens qui sont spécialisés dans l'organisation d'événements. Donc, la sauce Invivox, c'est un socle technique et des hommes. Alors ça, c'est une slide un peu chargée, mais c'est pour donner un peu quelques détails sur le genre de formation ou d'information que vous pourrez trouver sur Invivox, du on-site, c'est-à-dire du présentiel, alors pas trop ces temps-ci, bien sûr, mais donc des masterclass, du compagnonnage, des symposiums, etc. Et de plus en plus de online, et c'est le gros virage que nous avons pris pendant cette période Covid, avec ce qu'on appelle des événements synchrones, qui sont des événements qui ont lieu à une date fixe, plutôt live, donc des webinars, des classes virtuelles, des tables rondes, et des événements asynchrones, c'est-à-dire des événements qui sont différés, du contenu qu'on peut aller consulter à la demande
quand on veut et depuis où on veut, comme du e-learning, du video learning, du micro-learning, etc. Aujourd'hui, Univox, on est une société, on collabore avec des hôpitaux, des cliniques, des centres de formation, des sociétés savantes, des universités et enfin des industriels du pharma et du dispositif médical. Donc voilà, j'ai essayé de faire court. J'espère que c'était suffisamment court. Je suis à votre dispo pour répondre à vos questions. Et tous ceux qui veulent me contacter, vous avez mon numéro perso et mon email. Merci beaucoup, Patchy. Effectivement, c'était court. Juste peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, la formation digitale. Trop court. Tu m'avais dit court, Anne-Charlotte. Hein, oui, oui. Non, mais c'est très bien, c'est ce que je disais. C'est exactement ce que je voulais dire. Juste peut-être pour repréciser, tu faisais déjà de la formation digitale avant le Covid. C'est pas le Covid qui t'a… Alors, on en faisait peu. C'est-à-dire que notre outil était déjà développé pour pouvoir proposer certains formats, mais très peu, puisque le monde dans lequel on évolue, le monde des professionnels de santé était peu digitalisé. Il n'y avait pas ce besoin de digitalisation. En tout cas, il n'avait pas émergé comme il a émergé pendant la période Covid. Donc, on était quand même principalement une plateforme qui proposait de la formation présentielle, mais même sur le présentiel, il y avait un vrai besoin de gestion, un besoin de visibilité des formations, donc faciliter l'accès à du contenu. Donc, le positionnement était le même, mais effectivement, on faisait peu encore de formation digitale, mais on en faisait déjà. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, pendant le Covid, de réagir vite. On ne s'est pas retrouvé dans une situation où on a dû construire depuis zéro. On avait des bases. Et comment, du coup, vous avez réussi à vous développer en digital? Enfin, quels ont été les trucs et astuces commerciaux, finalement, ou de communication que vous avez employés pour que ça prenne, en fait? Comment vous avez fait? J'écoutais Alexandra, on a un peu la même secret sauce, ou en tout cas les mêmes piliers. Le premier, il y avait un besoin et on a été prêt à répondre à ce besoin. Et alors, pourquoi on a été prêt à répondre à ce besoin? On a capitalisé sur ce qu'on avait déjà, mais on avait surtout, je pense qu'on a été curieux et audacieux. On s'est dit, c'est soit on meurt sur le champ de bataille, hein, parce que nous, notre chiffre d'affaires, il est tombé de quand même pas mal de chiffre d'affaires, puisqu'on était en pleine accélération à zéro. Et on s'est dit, OK, il y a un besoin, on doit être capable d'y répondre. Et là, on a une super équipe qui était en cohésion et totale, a été hyper agile et hyper flexible. Hein. C'est Alexandra parlait de ses qualités hein, qu'il a fallu avoir. Et on a développé en moins d'une semaine toutes les fonctionnalités qui nous ont permis de répondre à un besoin. Donc, la première chose, c'est qu'il y avait un besoin et on a su répondre à un besoin. Et à partir de là, on s'est engagé pleinement. Et d'ailleurs, Lucie qui va suivre, Lucie de Mettre Tandem, est une des personnes avec qui on s'est engagé en premier. Elle nous a d'ailleurs bien poussé aux fesses, puisque Lucie a été hyper dynamique pendant cette période Covid. Elle a mis en place beaucoup de choses et a permis à la région en Nouvelle-Aquitaine de s'organiser. Elle a été un de ces acteurs-là. Et avec des professionnels de santé comme Lucie, on s'est jeté dans le bain et on n'a pas réfléchi à un business model. On s'est juste dit, il y a un besoin, il faut y répondre. Je pense que tout le monde, hein, Jérôme en parlait aussi tout à l'heure, on a réfléchi solidarité. Il y a des ponts qui sont créés entre des gens qui n'auraient pas forcément travaillé ensemble, mais là, personne ne s'est posé de questions. On a tous amené des bouts de solutions et là, on s'est jeté dedans. Donc, nous, ça s'est matérialisé par quoi? Par quasiment, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en moyenne, quasiment 200 webinars organisés en 2 mois et demi, 3 mois, et plus de 20 000 professionnels de santé qui, sur cette période, sont venus chercher du contenu, majoritairement de l'information, mais aussi de la formation, parce qu'il y a eu beaucoup de formations à l'échographie, entre autres, hein, pendant cette période-là. Et c'est ensuite, à partir de là, quand on a vu que finalement, on s'en était sorti, on répondait à un besoin, que nos outils tenaient la route, et que tout notre écosystème, qui quand même, pour une grosse partie, je ne parle pas des professionnels de santé qui, eux, étaient dans le jus, mais je parle de tout le reste qui a été paralysé à ce moment-là. Quand cet écosystème s'est réveillé, ils se sont dit, bon, nous aussi, il faut qu'on se digitalise. Et ils se sont tournés vers les acteurs qui, eux, étaient là et étaient déjà digitalisés. Et nous, on est un de ces acteurs. Donc, c'est là qu'on a commencé à réfléchir à commercial, monétisation, business model, etc.
Si je comprends bien, vous avez recontacté, enfin, vous étiez en contact avec vos clients qui usaient plutôt de la formation physique et vous les avez recontactés ou ils vous ont recontacté pour de la formation digitale. Et après, qui est-ce qui est allé voir chaque professionnel de santé? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez déployé beaucoup d'énergie en communication, en commercial, ou est-ce que c'est ces premiers clients qui peuvent être des hôpitaux ou d'autres établissements qui sont allés les chercher et ça fait boule de neige? Je comprends ta question. Je vais répondre à la deuxième partie. Je reviendrai à la première parce que je pense qu'elle est hyper intéressante dans le sujet d'aujourd'hui. C'est nous qui allons chercher, mais en collaboration avec les entités qui proposent de la formation. Nous, ça fait 5 ans qu'on utilise l'outil digital pour faire savoir, pour rendre visible et faire savoir. Donc, on a des bases de données, on a une notoriété, on a des gens qui nous écoutent. Oui. Et on maîtrise bien ce qu'on appelle aujourd'hui tout le funnel marketing digital, c'est-à-dire les entonnoirs de conversion entre une cible qui potentiellement pourrait être intéressée par ce qu'on a proposé, mais qui ne savent pas qu'on le propose, et enfin les gens qui viennent consommer, acheter du contenu. Donc, on fait ça. C'est une prestation qu'on propose à nos partenaires. De plus en plus, on les éduque aussi, on les forme. Et ça, c'est le pont vers le premier point. C'est qu'aujourd'hui, on accompagne tous nos clients et partenaires dans la digitalisation. Peu étaient déjà digitalisés. Tous veulent se digitaliser, sauf qu'on ne se digitalise pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne digitalise pas notre activité du jour au lendemain. Et pour ça, il faut être accompagné. Et une des clés de survie aussi d'Invivox, c'est d'être sûr que tous ces potentiels clients ou ces anciens clients puissent continuer à proposer du contenu. Parce que s'ils ne proposent pas de contenu, ils n'ont plus besoin d'une Vivox. Donc, on fait un énorme accompagnement aujourd'hui de nos partenaires pour les aider à digitaliser leur activité. Alors, Patxi, justement, à ce niveau-là, Patxi, est-ce que ça veut dire que tu as quand même réorienté pas mal ton activité ou est-ce qu'il a suffi, entre guillemets, de digitaliser ce que tu faisais des fois en présentiel ou en tout cas voilà, des choses que tu faisais de façon pas digitale ou ça a vraiment changé complètement quand même ton offre et donc au niveau des clients, de ce que je comprends? Alors, ça a complété mon offre. Complété. Par contre, effectivement, mes équipes, une partie de mes équipes ne fait pas le même job qu'hier. Comme on ne fait plus du tout de présentiel et qu'on accompagne beaucoup dans le distanciel, aujourd'hui, on ouvre des voies. Tout le monde, à partir du confinement, enfin, tous ceux qui n'étaient pas digitalisés, mais ils étaient très peu digitalisés, tout le monde s'est dit il faut être digital, on va faire des webinars. Donc, tout le monde s'est mis à faire des webinars. Sauf que des webinars, il fallait être capable de se mettre derrière un écran. Aujourd'hui, on est 50, mais nous, on a fait des webinars à plus de 1000. Il faut partager des écrans, gérer des speakers. Donc, ça, ce n'était pas simple. Puis rapidement, le webinar, ça a ses limites, et deux, tout le monde en a marre. Par contre, quand on parle de formation ou d'information plus personnalisée, il y a d'autres formats, type les classes virtuelles, les tables rondes, etc., donc qui sont une approche un peu différente. Donc, il a fallu mettre le pied à l'étrier, montrer que c'était simple, que c'était pas très compliqué à organiser, c'était de la méthode. Ensuite, il a fallu insérer ça dans un digital journée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain se dire tiens, je vais me digitaliser, je vais faire des webinars. Quand on lance une stratégie, on a un plan, une tactique, etc. La digitalisation se fait de la même manière. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné et c'est de cette manière-là qu'on met le pied à l'étrier à nos clients, nos partenaires. Et effectivement, nos équipes ont dû, pour certaines personnes, se réinventer. Est-ce que justement, ça n'a pas amené d'avoir de nouveaux concurrents, puisque tu es aussi dans une certaine mesure, j'entends bien, voilà, sur des nouvelles activités? Est-ce que ça t'a amené par rapport au placement, par rapport au marché concurrentiel ou autre? Alors, je n'ai pas de nouveaux concurrents en tant que tel parce que je pense qu'on a un positionnement qui est pour nous très clair, pas encore très clair pour tous nos clients, c'est pour ça qu'on y travaille, hein. C'est un vrai enjeu. Parce qu'après, c'est de la communication aussi qu'il faut faire là-dessus. On transforme aussi rapidement, c'est vachement important. Là, on discute, ça a l'air facile, mais on se fait secouer dans tous les sens. Et nous, on a fait un gros travail pendant toute cette période-là. On a repositionné nos valeurs, nos missions, nos axes stratégiques pour aligner tout le monde parce que sans les équipes, on n'y arrivait pas. Donc, oui, sur certaines choses, nous, on n'est pas un organisateur de webinaires. Et il y a des gens qui sont des organisateurs de webinaires. Il y a même des sociétés qui ont des solutions qui sont faites pour des webinaires. Nous, on n'est pas ça. Nous, aujourd'hui, vous voulez faire un webinar, une table ronde avec nous,
vous n'allez pas chercher l'outil. L'outil, on va vous mettre Zoom entre les mains. D'ailleurs, on est capable d'utiliser n'importe quel outil. Nous, on est là pour vous accompagner dans la gestion de votre contenu, vous permettre de mettre de plus en plus de contenu à disposition de vos clients, parce que l'enjeu, que vous soyez un centre de formation, un hôpital ou un industriel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez du mal à aller ouvrir la porte de votre potentiel client. Par contre, il faut être très présent quand votre client a besoin de vous. Et pour ça, il faut créer du contenu. Le contenu de formation n'est plus du tout le même en distanciel qu'en présentiel. On consomme des choses beaucoup plus courtes. Il faut à la fois que ce soit interactif, court et efficace. Donc nous, notre position, c'est plutôt là. C'est-à-dire proposer une solution où on va pouvoir créer ces contenus facilement, les mettre à disposition, les rendre visibles, être accompagné si on n'a jamais fait ça. Voilà, notre positionnement, il est là. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail, enfin beaucoup, en tout cas du travail sur l'image et la com, parce qu'après, ça veut dire qu'il faut aussi que les gens le sachent et se l'approprient et après pensent à vous quand ils ont envie de faire telle chose. Parce que c'est vrai que moi, au concurrent, forcément, sans le dire, je pensais à toutes ces plateformes qui font des webinaires. Bon, maintenant, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais mine de rien, en premier lieu, on peut se dire, tiens, au final, maintenant, ça ne sert plus. Enfin, voilà quoi. Ouais, c'est tout l'enjeu et on est en plein dedans. C'est une bataille de tous les jours. Mais voilà, nous, on a fait pas mal de choses. Hein. Si je peux donner un exemple, si ça peut donner des idées, on s'est vraiment basé sur ce principe-là. Aujourd'hui, nous, nos clients, une grosse partie de nos clients sont des industriels qui sont organisés pour aller ouvrir des portes. Sauf que les portes aujourd'hui sont fermées puisqu'on n'a plus accès aux hôpitaux. Donc, la problématique était comment je continue à être en contact avec le professionnel de santé qui travaille et qui a potentiellement besoin de moi. On est sur ce concept marketing très connu des gens qui font du digital depuis longtemps, qui est l'inbound. C'est plutôt, je crée un contenu d'intérêt et si c'est suffisamment d'intérêt pour mes cibles, quand ils ont un besoin, ils me contactent. Et après, c'est la répétition du contenu. Je fais ça en très, très court. Nous, par exemple, on a créé une académie, une InVivox Academy, tous les jeudis, aujourd'hui, on n'est pas jeudi, mais tous les jeudis à 18 h, on prend la parole sur un laps de temps très court et on va parler de tout ce qui est de sujets autour de la santé digitale. On a en moyenne entre 300 et 500 personnes qui s'inscrivent à chaque session. On a en moyenne entre 100 et 250 personnes qui participent. Et ces gens-là sont potentiellement mes clients. Et nous, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait savoir. On ne parle pas forcément d'InVivox en tant que tel, on parle de tout un écosystème et finalement, on positionne InVivox dans cet écosystème. Ça, c'est une manière aujourd'hui de communiquer. Et nous, on voit que ça a permis de faire clairement savoir comment InVivox pouvait aider une entité qui avait une problématique pour digitaliser ses contenus de formation. Ouais, non, mais c'est vrai que l'enjeu de l'image dans ces moments où on se met tous au digital et pour bien se placer et bien être identifié, je pense que c'est effectivement primordial. Ouais. C'est ça, c'est se faire identifier. Et donc, c'est ça, créer du contenu récurrent. Et après, il y a toute une mécanique derrière qui est complexe, ou qui demande des ressources et la maîtrise de tous ces canaux digitaux, du fonctionnement de ces canaux digitaux, de la gestion de toute la data que ça génère pour améliorer les messages, l'endroit où on va les diffuser, à quel moment, etc. Puis comment sortir du lot comment sortir du lot dans toutes ces informations qu'on a quand même nombreuses maintenant. Exactement. Merci beaucoup, Paty. Je suis désolée, l'heure tourne un peu. Plaisir. Le tour des questions. La place. Merci en tout cas pour ces exemples concrets qui, je pense, pourront donner des idées. Et puis, de toute façon, vous pourrez échanger entre vous directement si besoin. Je vous propose qu'on donne la parole à MedTandem. Je ne sais pas si c'est Dominique ou si c'est Lucie qu'on va entendre. C'est intéressant chez MedTandem, outre le fait que ce soit une entreprise qui ait son propre produit et qui ait sa propre stratégie, c'est qu'il y a une collaboration en fait, qui s'est créée avec InVivox et ce serait intéressant d'en parler du fait que dans ces moments-là, il peut y avoir des collaborations et des axes win-win qui peuvent être développés. Voilà. Super, merci Anne-Charlotte. Vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Super. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir conviés. MedTandem, on est une boîte qui a commencé en 2016. On était deux cofondatrices avec une amie qui était aussi anesthésiste réa comme moi.
On travaillait toutes les deux en parallèle et on a créé quand même cette belle boîte. Au départ, on fait exactement la même chose qu'InVivox. On fait de la formation entre médecins. On permet aux médecins d'échanger des savoir-faire, de se retrouver. C'est un peu du Airbnb de la santé. Chacun dit qu'est-ce qu'il sait faire. Il écrit une petite fichette sur le site et on échange. Attendez, je suis en ligne. Excusez-moi, il y a des collaborateurs qui discutent fort derrière. Donc MedTandem, au départ, c'est ça. Moi, je vous ai fait que 2 slides. Hein, je ne vous ai pas fait un truc très long. Voilà. En gros, c'était des tandems. C'est des stages en présentiel, médecin chez médecin. Le tandem, c'est vraiment notre image. C'est vraiment le vélo. On partage ensemble. La deuxième chose, c'était les formations. Donc, on a commencé les formations en e-learning accompagnées avec du présentiel. Donc, un truc assez complet pour former les médecins généralistes à l'échographie. Donc ça, c'est pour ce qu'on fait habituellement. On a un site internet sur lequel les médecins vont chercher la formation qui les intéresse, ils vont chercher des médecins, ils peuvent chercher par ville et ils vont trouver des formations qui les intéressent. Pendant le Covid, donc nous, on est déjà digitalisés en fait. On avait déjà pris le passage, on est passé en juin 2018, on est passé sur du e-learning. Pas que du présentiel, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, avant le présentiel, ce qui était important pour les médecins, c'était aussi d'avoir des connaissances au départ. On échange mieux quand on sait de quoi on parle et quand on parle le même langage. Donc, on avait commencé à créer ces modules de e-learning. Ça a été une grande aventure. C'est très compliqué à fabriquer. C'est beaucoup de pédagogie, il faut trouver la bonne équipe. Il faut avoir un studio chez soi, enfin dans son bureau, pour arriver à faire ça. Mais en final, on y arrive. Hein. On était 2 au départ. Après, on avait 3 stagiaires. Après, on a embauché les stagiaires. On les a pris en freelance parce que faire des contrats de travail, on a essayé, on a vu que ça ne marchait pas. Donc, en freelance, ça marche très bien. Nos freelances qui font la production, donc les vidéos, maintenant, ils sont à Paris parce qu'au final, leur copine était partie et tout ça. Et donc, quand on a besoin, ils viennent tourner. Le reste du temps, ils montent. On a pris la suite Adobe. Ils ont Premiere chez eux avec notre suite Adobe. Ils travaillent. Ils nous envoient les trucs, on fait des visios. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait en visio, nous, en fait. Donc, on a rendu nos bureaux, je crois, juste avant le Covid ou quelque chose comme ça. Bonne idée nous a pris. Et voilà, on n'a plus de bureau. Et on travaille un peu depuis la maison quand on a besoin. Mais sinon, chacun est chez soi avec son bureau. Le Covid, qu'est-ce que ça a changé d'autre ? Donc, pour nous, on travaille beaucoup avec le DPC, c'est-à-dire le financement de l'État, qui va payer les médecins pour qu'ils se forment et qui va payer les organismes de formation. Donc, on travaille beaucoup avec ça. Ça a impliqué qu'il y ait une partie déjà de e-learning. C'était compliqué pour le DPC de comprendre ça. Et surtout, ils voulaient absolument qu'on ait du présentiel. Donc, vous imaginez bien le confinement, hop, patatras, tous les trucs de DPC. On sautait au début. Là, maintenant, deuxième confinement, ça va parce qu'on est organisme de formation, donc on peut continuer à faire les formations. On fait des groupes moins gros, mais ça fonctionne. Surtout, ce qui a été la première vague, on s'est tous retrouvés arrêtés. Moi, je suis anesthésiste, je suis réanimateur aussi, sauf que je travaille dans une petite clinique à Bordeaux et on a fermé la clinique. Et après, du jour au lendemain, on ne se retrouve pas à aller travailler avec les copains dans des endroits où ils ont besoin. Ça ne s'organise pas comme ça. C'est pas aussi simple, ça s'organise. Donc, en fait, on s'est retrouvés. Moi, j'ai eu une info d'un copain de Marseille qui m'a dit il y a un gars qui a dit qu'il fallait prendre du Plaquenil. Faites passer l'info. Il paraît que ça aide le Covid, contre le Covid. Donc, c'était, si vous avez bien compris de qui je parlais, c'était Didier Raoult, numéro 1, même 000. Et donc, j'ai envoyé l'info à 15 de mes potes sur un WhatsApp. Sur Bordeaux, puis le WhatsApp il est devenu énorme, on est passé à 256, je ne savais pas qu'il y avait un maximum sur le WhatsApp et en fait on s'est retrouvé à être une communauté de médecins de l'Aquitaine, des potes, des gens que je ne connaissais pas et on a fait du soutien pour l'Aquitaine et pour tous les médecins qui étaient anesthésistes réa ou urgentistes qui étaient inscrits dessus. Et donc, on a compris très vite qu'il y avait des gros problèmes. Donc, on a fait des visios. On utilisait l'abonnement Zoom qu'on avait avec MedTandem. On leur a fait des visios. On faisait des visios tous les 2 jours. Au début, on a commencé. On leur a dit, bon, c'est pas quand on fera la deuxième. Ils nous ont dit, si, vous faites la deuxième dans 2 jours. Et puis, on la veut tous les 2 jours. Donc, on a continué. Pendant les 3 mois, on a fait les visios tous les 2 jours. On était 45-50 toujours. Et puis, les visios étaient sur quel sujet, pardon, Lucie ? Sur l'organisation, en fait, sur le Covid, sur l'organisation de la est-ce qu'il fallait intuber les patients, est-ce qu'il fallait laisser les urgentistes, tout ça. Donc, on s'est servi en fait, des outils qu'on avait sur MedTandem.
de la boîte, de la structure, pour utiliser pour les anesthésistes. Ça, c'était la première chose, c'était notre première action. Ensuite, on a défini qu'il y avait 2 gros problèmes. Le premier problème, c'était que les médecins, ils avaient besoin de pouvoir aider. Donc, il y avait plein de médecins dans les structures qui n'avaient pas d'endroit où aller travailler, ou des anesthésias dont on avait besoin. Donc, on a créé un énorme planning de garde avec Outburn. C'était une start-up pareil qui avait été créée par un anesthésiste il y a 5 ans. Ils sont à Montpellier et eux, ils organisent des plannings. Donc, des plannings pour les médecins d'habitude et tout ça. C'est une start-up qui marche bien, ils se sont fait racheter. Mais le fondateur travaille toujours dedans. Et donc, j'ai appelé le fondateur, je lui ai dit, écoute, il nous faut un planning pour l'Aquitaine. Donc, on veut 300 personnes, il y a 40 sites, et on veut faire des plannings. Parce qu'on veut savoir, à partir du moment où on saura combien il y a de patients hospitalisés dans les lits de médecine, on saura combien il faudra de patients et de lits de réanimation. Donc, on saura combien il faut de médecins, combien de lignes de garde. Aujourd'hui, vous avez 1-2 lignes de garde. Demain, il en faudra peut-être 3-4. Parce qu'on voyait aussi dans le nord-est que c'était l'enfer. Qu'il fallait donner du souffle à tout le monde. Donc, on a créé ça. Ça nous a pris pas mal de temps. Et pour créer ça, on s'est dit, on n'est pas assez fort pour ça. On n'était qu'avec Dominique et moi au bureau. On a dit, il nous faut une équipe, il nous faut plus de gens. On a les problèmes, on a les solutions, mais il faut que ça bouge. Donc, le deuxième problème, c'était de savoir exactement combien il y avait de patients hospitalisés. Donc, on s'est rapproché de l'ARS, on a travaillé avec eux, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme outil qui existait actuellement. On a créé on n'a pas créé, on a appelé Engie, qui n'a rien à voir, mais c'est juste que Dominique travaillait chez Engie avant. Donc, c'est celui qui vous amène l'électricité ou le gaz, Engie. C'est bien celui-là. On les a appelés, ils nous ont mis un chef de projet à notre disposition et une journaliste. Toujours les deux trucs. Le chef de projet fait de l'opérationnel, la journaliste, elle fait savoir. Et elle nous explique comment annoncer et faire connaître le sujet. Parce que le but là, c'était pas de faire connaître sur la population, c'était de faire connaître au niveau des anesthésistes, au niveau des médecins, au niveau de l'ARS, comprendre qu'on faisait quelque chose de vrai. Et donc, on est parti avec eux et avec le chef de projet d'Engie, avec Pierre, on a construit, on a récupéré une application qui existait déjà, dont il servait, lui, pour les chauffages et pour gérer les chauffages et les énergies dans des grosses structures. Et avec ça, on a réussi à faire en plus une petite application, je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit Forms, là, je ne sais pas un Google Form, mais c'est un petit truc que vous avez sur votre téléphone, dans lequel vous pouvez remplir combien il y a de lits dans votre structure et tout ça. Et il nous a aidé aussi à faire le gros planning. Donc, on est parti avec les outils de MedTandem. On a commencé à s'associer avec d'autres structures, avec des grosses structures comme Engie ou avec une petite structure comme Outburn. Et puis après, il y avait encore un besoin d'information. C'est là que j'ai vu que Patchy mettait, ou Julien, je ne sais plus, Julien Delpech, en gros, Invivox, ils ont mis, on vous fait les webinaires si vous voulez. Donc nous, on avait tout le matériel pour le faire, on avait déjà le Zoom et tout. On s'est dit, ça nous évitera de nous occuper de ce côté-là. En plus, eux, ça va leur permettre de bosser aussi. Donc on part avec eux. On a appelé Patchy, on lui a dit, écoute, nous, on est motivés, on y va. Demain soir, on fait ou dans 3 heures, je ne sais plus, nous, on est assez comme ça. On a besoin d'un webinar, on a déjà les gens, ils s'inscrivent, tu me dis dans quoi ils s'inscrivent et c'est parti. C'était dans 2 heures. On a fait des webinars, là pour le coup, à la fois avec les anesthésistes réanimateurs pour l'Aquitaine, pour organiser l'Aquitaine, et en même temps, on a continué notre business. Chez MedTandem, on a fabriqué aussi une vidéo qu'on a faite à l'arrache le premier week-end où il y a eu le Covid. On est allé tourner une vidéo dans les locaux de la clinique. On a tourné une mini-vidéo où on expliquait comment il fallait faire pour faire de l'échographie pour diagnostiquer le Covid. On a, je ne sais plus, 30 ou 40 000 vues sur la vidéo sur YouTube. Ça nous a bien fait connaître. Et à partir de cette vidéo, on s'est lancé aussi dans les webinars, donc toujours avec Patchy, avec Invivox, et on a fait des webinars tous les 3 jours pour le coup avec les médecins généralistes. Et à la fin, on faisait plus que 2 jours. On faisait le mercredi avec les médecins généralistes, le vendredi avec les anesthésias, et on faisait des cas cliniques. Donc il y avait une partie où nous, on allait chercher toutes les infos qu'on trouvait, toutes les infos médicales, la biblio à fond. On mangeait tout ça avec les infos qu'on avait aussi des copains d'Anest de partout, de l'Italie, de partout. Et après, on leur expliquait comment faire l'écho, simplement l'écho pulmonaire, comment eux pouvaient faire ça dès maintenant.
Et ensuite, on faisait des cas cliniques. Donc, il y avait des médecins qu'on connaissait qui travaillaient déjà qu'on avait déjà formés sur MedTandem, qui venaient, qui présentaient leurs cas cliniques. Il y a eu des nouveaux aussi. Et donc, on a bien développé pendant le Covid. Nous, ça a été énorme. On a bossé 24/24, 7 jours sur 7. Il y avait mes parents qui étaient confinés à la maison, qui faisaient le ménage et le repas et le jardin. Et nous, on a bossé comme des fous. Ça nous a bien aidé parce que dès que le confinement a été terminé, il y a eu plein de gens qui nous ont rappelé en nous disant « On vous a vu pendant le Covid ». Donc, je pense qu'au final, ça nous a bien aidé. On s'est bien fait connaître aussi sur ce coup-là. Parce que nous, le marché de la formation en médecine générale, c'est un marché qui est prêt avec des associations qui sont énormes, des vieilles associations qui sont liées à des syndicats. Ils ont les 40 000 médecins. Il y a 100 000 médecins généralistes, donc c'est un énorme marché, mais c'est très difficile à adresser. Vous avez vu avec Doctolib, ils ont mis des gens qui faisaient du porte-à-porte. Nous, on n'a pas décidé de faire ça, on avait décidé que les gens viendraient à nous, mais pour que les gens viennent à nous, il faut faire comme dit Patchy, il faut aller les chercher quand même en faisant de l'information. Donc, pas de l'information sur MedTandem, ils s'en fichent, mais de l'information sur l'échographie, est-ce que je peux coter, comment je peux m'organiser, est-ce que c'est facile, est-ce que je peux acheter un échographe, combien ça coûte, toutes les infos qui sont autour en fait. Et à la fin, ils vous aiment, ils sont attachés à vous, et donc là, ils ne regardent même pas, ils veulent faire tout ce que vous leur proposez. Bon, après, on a un super produit, vous imaginez bien, mais voilà. Donc le Covid, nous, on a beaucoup travaillé. Et on a beaucoup travaillé aussi avec les copains. Et donc, justement, du coup, avec Patchy et Julien, on ne les avait jamais rencontrés parce qu'au final, ce n'était pas parce que c'était des concurrents, parce qu'on fait la même chose, mais eux, ils sont plutôt sur la chirurgie. Nous, on était plutôt sur les anesthésistes. On s'était rencontrés un peu sur l'orthopédie, mais bon, c'était vraiment petit. Donc, on ne considérait pas qu'on était vraiment des concurrents. Et là, du coup, comme on a bossé ensemble, leur grosse force, c'est vraiment le digital. Nous, on n'a pas les moyens d'avoir 15 mecs qui vont faire du marketing digital. Eux, ils les ont. Donc, on leur a dit, écoutez, voilà, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais nous, on aimerait bien que vous preniez notre partie marketing digital. Donc, on va signer là. C'est imminent, là. Normalement, ils lancent aujourd'hui sur Invivox nos formations. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous raconter. Et puis, on est toujours petit. Hein. On a été 8 pendant un moment. Là, on est à nouveau 3. On n'a pas de salariés, on a des freelances. Et puis, voilà, mais on s'amuse, quoi. Et on a quand même un boulot à côté, ce qui est quand même rare. À chaque fois qu'on nous a dit pour lever des fonds et tout ça, ils voulaient qu'on arrête de travailler, qu'on arrête notre boulot perso et qu'on aille faire que MedTandem. Peut-être, hein, je pense qu'ils avaient raison. C'est vrai que nous, on n'a peut-être pas besoin de MedTandem pour manger, on n'a peut-être pas tout le temps à se consacrer à MedTandem. Mais bon, ça fait depuis 2016, et la boîte, elle tient toujours et on est toujours content et les gens sont contents. Donc, voilà. Et on a une bonne croissance là, ça y est. Merci pour ce témoignage très, très concret, Lucie. Je crois que c'était vraiment intéressant. Donc, tu disais, que je rebondis là-dessus, que même si on est disponible, vous avez réussi à lever des fonds aussi, c'est ça? Non, on n'a pas levé de fonds, en fait, on est en fonds propres depuis le début. La croissance organique. Là, on a fait un prêt juste avant le Covid pour relancer un peu, mais enfin, voilà. Là, maintenant, ça y est, en fait, on a atteint, on est quasi, enfin, je pense qu'on est rentable, on va peut-être même faire du bénéfice cette année pour la première fois. Mais après, si j'ai bien suivi, vous avez quand même un petit peu réorienté du coup les missions voilà, de MedTandem. Au début, de ce que j'avais su, c'était l'échographie au niveau des praticiens, notamment généralistes. Et là, vous êtes plus du coup réorienté sur le côté... Non, non, c'est l'inverse en fait. Avant, on était sur on faisait comme Invivox, on faisait mais on fait toujours, hein. Mais ça reste une partie qui est un peu en dormant chez nous. On fait des stages entre médecins, donc c'est le Airbnb de la médecine, là, où donc tu dis je sais faire l'anesthésie du pied ou je sais faire la prothèse du genou gauche et l'autre il sait faire la prothèse du genou droit et donc il va venir chez toi pour apprendre le gauche et toi tu vas aller chez lui pour apprendre le droit. C'est des échanges comme ça. Ça c'est les tandems, c'est ce qu'on fait habituellement. Et depuis 2018, juin 2018, là on s'est mis à former les médecins généralistes à l'échographie. Donc on a changé à la fois de clients et de fonctions. Et l'idée, c'est toujours de transmettre les connaissances et de partager. Et donc là, maintenant, on est, on va dire, 98% formation à l'échographie pour le médecin généraliste. Le marché, il est énorme. On a 10 000 anesthésistes versus 100 000 médecins généralistes. Nous, en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'échographie, quand elle est arrivée en anesthésie en 2006, en 4-5 ans,
On a formé tout le monde. Ça a été un bazar pas possible. Les gens se sont formés eux-mêmes, ils se formaient dans des congrès, ils se formaient dans des DU, c'était très, très compliqué. On s'est dit, les 100 000 médecins généralistes qui vont se mettre à l'écho, ça va être un enfer. Donc, on ne pourra pas les former en one-to-one, on ne pourra pas les former dans des congrès. Il faut qu'on fasse du e-learning. Et on a pris notre expérience et notre savoir-faire et notre pédagogie par rapport aux 10 ans. Moi, ça faisait 10 ans que je formais les gens à l'échographie. On a pris ça et on a dit, bah voilà, on va les aider à faire ça. D'accord. Et du coup, là, comme vous dites que vous progressez, enfin, vous avez une bonne croissance, est-ce que vous avez en tête, peut-être à un moment donné, d'embaucher des gens ou de vous diversifier, comment, qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, du coup? Ben là, on est en pleine réflexion, là, tu vois, depuis ce week-end, là. Okay. On est en réflexion pour savoir vraiment quelle est la stratégie qu'on va donner pour mettre Tandem. Aujourd'hui, on est clairement en croissance, mais tu vois, on va dire qu'on a fait 100 clients cette année. On pense en faire 300 l'année prochaine. Donc, tu vois, c'est une bonne croissance, mais il y a 100 000 médecins à former. Donc, même si on prend que 10% du marché et il y a peu de concurrents aujourd'hui, ça va faire quand même beaucoup de monde. Donc, aujourd'hui, le développement, ça serait de faire des nouveaux modules. On en a 4 aujourd'hui, en plus de celui de découverte pour rentrer dedans. On se dit qu'on va en faire 1 ou 2 cette année. Mais l'idée, c'est plus d'arriver. On ne peut pas tout faire en même temps. Là, moi, je me dis, si on passe de 100 à 300 cette année, il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de trucs qui vont bouger. Est-ce qu'on a aussi en même temps le temps de faire d'autres modules? Voilà, on est dans cette réflexion-là. Et voilà. Mais aujourd'hui, ça nous convient bien. Après, est-ce qu'on va embaucher? On a eu des mauvaises expériences, clairement. C'est difficile quand on n'y connaît rien. Même si on est entouré par l'expert comptable pour faire les contrats, bien boucler tout ça. On a eu plusieurs personnes qu'on avait pris comme assistantes de direction. Il y en a une qui était bien, elle nous a claqué du jour au lendemain, elle nous a dit je m'en vais, c'est la fin de mon chômage, je repars. Je n'ai pas confiance dans votre boîte, je m'en vais, je préfère reprendre mon chômage. Ça fait bizarre, hein, parce que ça fait 4 mois que tu la formes et qu'au final elle te claque dans les doigts. Et on en a eu un autre qui a commencé à travailler son contrat, qui a négocié son contrat. Il voulait une voiture, il voulait faire commercial, il voulait une voiture, il voulait plein d'avantages. Et au final, il nous a dit, je vous mets au prix d'homme, ça fait 1 mois, vous auriez dû m'embaucher, je vous mets au prix d'homme. Ça fait du mal, quoi. Quand tu dois lâcher 5000 balles pour pas qu'il t'embête et que tu puisses dormir la nuit, c'est pénible, quoi. C'est vraiment très pénible qu'il faut appeler les copains avocats, que tu as de la chance d'avoir des copains avocats qui te répondent le vendredi soir à 18h. C'est dur, quoi. Donc on n'est pas contre le fait d'embaucher, mais pour le moment, voilà, on va un peu stabiliser, on va un peu essayer de faire tourner le truc et puis on verra après, quoi. Merci pour ce témoignage. L'heure tourne toujours, je suis désolée, je n'ai pas le bureau là. Est-ce que les autres intervenants ont des questions? Parce que c'est vrai que tous, vous avez des expériences hyper intéressantes, vous êtes à des stades différents. Est-ce qu'il y a des questions des intervenants ou des participants en complément à tout ça? Ou peut-être que vous voulez vous recontacter plus tard, ce qui sera parfaitement possible. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas forcément, pas tout de suite en tout cas. Non, je voulais juste dire que la fin du témoignage, enfin, d'abord, bravo pour ce qui a été fait. Et une belle transparence de ce qu'est la vie d'entrepreneur, parce que derrière la formation, ça, c'est aussi beaucoup de combats. Et j'ai trouvé vraiment c'est super. Donc, bravo à toi pour cette belle transparence sur ce que tu as vécu. Et ça rappelle, pour ça, à mon avis, pour Alexandra ou pour Patchy, exactement ce qu'on peut vivre au quotidien. Donc, c'est aussi une facette qu'on n'évoque pas. On monte souvent un peu les gros bras en disant OK, on est super fort, mais la vie de l'entreprise et l'entrepreneuriat, c'est souvent beaucoup de batailles. Donc, voilà, c'était peut-être pas au programme, mais je trouve que c'était bien de le lire. Donc, bravo. Ouais. Non, mais c'est très très bien que vous le partagiez en fait. Je pense que là, en tout cas côté Unitech, vous avez un public d'entrepreneurs qui ont besoin de ces retours-là. Donc c'est très très bien que vous osiez faire ces retours. Je suis ravie en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je vais clôturer le débat, on va dire, simplement en vous disant que vous pouvez tous vous recontacter si vous manque des coordonnées en passant par les organismes auprès desquels vous êtes inscrits. Qui peuvent vous donner toutes les coordonnées des autres personnes, si bien sûr les autres personnes sont d'accord, mais en général, ça ne pose aucun problème.
Et puis, je voulais laisser peut-être dire un mot à Sina pour la Technopole Bordeaux-Montesquieu sur le Biolab, si elle le souhaite. Et puis après, on va clôturer cette session en vous remerciant pour la richesse des échanges, en tout cas. Oui, merci Anne-Charlotte. Merci à tous pour ces beaux témoignages. Donc, pour ma part, par rapport au Biolab, donc un laboratoire ouvert, un laboratoire qui va proposer des équipements mutualisés, qui est en cours de montage sur le site de la Technopole Bordeaux-Montesquieu. L'idée, c'est d'organiser donc une prochaine séance du biomeeting en proposant la visite de ce laboratoire-là. Aujourd'hui, ce laboratoire est en cours de finalisation, on va dire, puisque nous sommes en train d'acquérir les équipements, de recevoir les équipements et notamment tout ce qui est aménagement du laboratoire, tout ce qui est paillasse qu'on attend là dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on a déjà des entreprises résidentes au sein de ce laboratoire-là, des entreprises qui conventionnent avec nous pour proposer des compétences et qui proposent aussi une partie de leurs équipements en mode ouvert en fait sur ce laboratoire. Et donc voilà, donc on espère à la prochaine session du biomeeting, donc du coup à courant mars-avril, pouvoir vous faire visiter ce laboratoire et pouvoir vous présenter du coup les différents services qui pourront être proposés là-dessus. Voilà. Bon, du coup, il ne me reste plus, si vous m'entendez, qu'à vous remercier tous pour votre participation, pour avoir joué le jeu. Je vois qu'on a des bons retours. Donc, merci à tous pour la qualité des échanges et pour votre participation. Et donc, à bientôt pour une prochaine édition qu'on espère de tout cœur en présentiel parce qu'on sera ravis d'échanger avec vous autour d'un verre. Ce sera plus sympathique que froidement en visio, mais en tout cas, si ce n'est pas possible, on réorganisera quelque chose d'ici le mois d'avril en visio, et sinon, ce sera certainement au Biolab à la Technopole Montesquieu. Et puis après, il y aura encore une autre édition, certainement plus vers l'été, dans un autre lieu. Voilà, vous serez tenus informés au fur et à mesure. Encore merci, et puis à bientôt pour certaines personnes.